Et donc, on peut attaquer avec le premier joueur du jour, qui est un joueur que toi, tu aimes bien, en plus, il me semble, Oui. Al Jefferson. Al Jefferson, 8 saisons sur la décennie, 16 points de moyenne et 29 minutes de moyenne sur cette décennie. En termes de total, on est sur 14 600 minutes. C'est le 103e total de la décennie, 508 matchs. Pas de récompense individuelle, si ce n'est donc cette fameuse sélection All-NBA Third Team en 2014. Et pourtant, il a 0 sélection All-Star. Oui. Ce qui est un peu, d'habitude, c'est un peu l'inverse. Alors, pour le coup, je suis désolé. Je suis désolé, Tom, on est sur un épisode où il n'y a pas beaucoup de comparaisons fun aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Il y a que des joueurs qui étaient draftés avant NBA Draft ou Draft Express. Et donc lui, il n'y a pas, pour Al Jefferson, il n'y a pas de comparaison à l'époque de sa draft. Par contre, au niveau surnom, on a du big classique. Oui. Voilà. Ça j'ai déjà entendu par rapport aux fondamentaux. Ouais, c'est ça, ouais. Et il n'était pas non plus sur Basketball Référence, le surnom, mais il y a Big Al, évidemment, que tu connais sans doute. Oui. Le seul Big Al. Désolé, Orford. C'est dommage qu'il n'y ait pas de comparaison parce que j'aurais été curieux de voir à qui il aurait pu être comparé au moment de sa draft en 2004. Donc bref, son parcours rapidement avant qu'on parle du joueur et de sa décennie. Oui. Donc il a 26 ans au moment du début de notre décennie. Donc draft 2004, hein, je l'ai dit. Pour rapidement, avant notre décennie, il fait Boston, évidemment, ensuite échangé à Minnesota dans le trade de Garnett. Et donc, il signe à Utah pour le début de notre période. Et donc 2011, il est à 18 points de moyenne à Utah. 36 minutes de jeu, mais l'équipe est pas très compétente. 2012, cette fois, l'équipe est compétente et fait les playoffs, avec un Al Jefferson un peu en leader à 19 points de moyenne et 34 minutes de jeu. Et en playoffs, ça tombe contre les Spurs, ils se font sweeper par les Spurs au premier tour. Les Spurs qui font une série de victoires insensées sur ces playoffs 2012. Bref, jusqu'en finale de conférence. 2013, il est encore titulaire un peu star à Utah, 33 minutes par match, 18 points. L'équipe est pas mal compétente en plus, ils sont à 43 victoires et 39 défaites, mais pas de playoffs. Quand on sait que les Bucks de Brandon Jennings ont fait les playoffs avec 38 victoires à l'Est cette même année. Bon. Et puis donc Free Agency, été 2013, il signe à Charlotte. C'est la grosse signature du côté de Charlotte. Alors à l'époque, c'était encore les Bobcats pour le coup. Et donc, saison 2014 avec les Bobcats, c'est la très belle année de Charlotte, je pense, sur cette décennie. En tout cas, c'est le cas le plus marqué ses fans, je pense, avec notamment une grosse défense, mais aussi un très gros Al Jefferson qui est à 22 points de moyenne sur cette saison-là. On l'a dit, All-NBA Third Team, et Charlotte qui, en même temps, est la 5e défense de NBA sous les ordres de Steve Clifford, un coach que j'ai toujours beaucoup aimé. D'ailleurs, qui vient de revenir à Charlotte à cause de petits problèmes de coaching durant l'été. Bref. Et malheureusement, en playoff, ils se feront balayer très rapidement par Miami au premier tour. Oui, Miami de LeBron aussi, très sale. Oui, c'était plutôt bonne série de LeBron. Oui, il n'y avait pas photo, on est d'accord, c'était le 1-8, le 1-8 de cette année-là. Donc 2015, saison d'après, une petite baisse de temps de jeu, mais c'est pas non plus énorme. Encore 16 points de moyenne et 30 minutes de jeu par match. Pas de playoff malheureusement pour Charlotte. Et 2016, Charlotte redevient bon avec des Kemba Walker, avec des Nicolas Batum, avec tout ce genre de joueurs-là. Par contre, lui, son rôle commence à baisser. Il est que à 23 minutes par match et il ne fait que 47 matchs. Et d'ailleurs, il perd son poste de titulaire, que 18 titularisations. En playoff, ça tombe contre Miami au premier tour. Cette fameuse série Miami-Charlotte qui avait duré très longtemps. C'est l'une des pires séries de playoff. Parce que il se blesse, je crois, c'est là où il y a eu la lubie Justice Winslow en pivot. Oui. Franchement, elle est horrible, cette série de playoff. Horrible. Oui, avec la fameuse série où Dwayne Wade se met à shooter à 3 points aussi au match 6, il me semble. Enfin bref, c'était pas très joli, mais c'était en 7 matchs. Alors il y avait du suspense, il paraît. Bref, et donc perte de vitesse quand même pour Al Jefferson dès 2015-16. Et donc Free Agency, il signe à Indiana. Et là, on est clairement dans un autre rôle. On est sur la fin de carrière. Il fait 66 matchs, mais que 14 minutes de jeu par match. Cette saison-là, il sort du banc avec un rôle mineur. En playoff, ça tombe contre Cleveland de LeBron James, encore une fois. Il y a un thème pour lui. Et 2018, il ne fait que 36 matchs, toujours du côté d'Indiana. Et puis c'est fini, en fait. Après, il fait de la Chine. Donc voilà un peu pour sa décennie. Ce qu'on peut dire, Tom, pour que je te lance sur son profil et qu'on en discute, il y a quand même un manque de longévité et des contextes pas toujours géniaux. Mais mine de rien, je l'ai inclus dans le top 100 parce que je trouve qu'il y a quand même quelques saisons de bon calibre. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Après, comme tu l'as dit, sa décennie commence vraiment avec quand il arrive à Utah, où il surprend un peu son monde à Utah. Mais malheureusement pour lui, il arrive l'année où c'est le boxon avec Deron Williams. Puisqu'il arrive pour jouer avec Deron Williams, sauf que
Deron Williams se retrouve transféré et lui il se retrouve avec du Derek Favors dans les pattes et avec Harris Alamen, Devin Harris Alamen. Bah, plus que seulement Deron Williams, hein. Il y a le clash justement Deron Williams et Jerry Sloan aussi. Oui, c'est ça. Il y a tout qui pète en même temps, quoi. C'est ça. Et malheureusement pour lui, il s'était fait une image un peu à Minnesota un petit peu avant la décennie où il était un peu le good stat by team guys, quoi, un peu dans la veine de ce qu'on pouvait avoir par exemple avec un gars comme Devin Booker ou même un gars comme Vucevic. D'ailleurs Vucevic, je pense que Al Jefferson, ce serait peut-être l'équivalent de Vucevic aujourd'hui. Je sais pas si Oui, tout à fait. Et du coup, malheureusement pour lui, l'équipe s'effondre un peu. Même si moi j'aimais bien en fait l'équipe avec l'équipe de la deuxième année du coup, celle où ils font les playoffs avec du Millsap, avec du Mo Will et tout ça. C'était plutôt fun. Mais il est vraiment toujours dans un peu ce rôle de leader. Et avec Millsap, je trouvais qu'il avait trouvé le complément parfait. Malheureusement pour lui, Utah décide de partir sur un autre projet ensuite, ce qui va l'envoyer à Charlotte, puisque Utah entre-temps il draft Kanter et il décide de laisser Millsap et lui partir pour rebâtir avec Kanter, Favors. Bon, on a vu ce que ça a donné malheureusement heureusement qu'il y avait Gobert qui arrive ensuite. Heureusement qu'il y avait Gobert qui arrive ensuite. Mais je trouve que voilà, c'est un joueur qui a été marquant, notamment sa période à Charlotte. Et aujourd'hui, par exemple, si tu me demandes les Charlotte Bobcats, en 1, je te dis Gerald Wallace. En 2, je vais peut-être te dire Stephen Jackson. Et je pense qu'en 3, il arrivera même avant Kemba. Pour moi, ce serait Al Jefferson. Ouais. Oui, parce que finalement, Kemba explose plutôt la période Hornets, on va dire. C'est ça. Et que cette fameuse année 2014, il est plutôt encore un jeune meneur, mais pas du tout la même emprise qu'on va lui connaître par la suite, quoi. Mais c'est vrai je l'ai mis parce qu'il y a 2 périodes assez intéressantes que sont Utah, comme tu dis, où ils font les playoffs et ensuite ils passent pas loin une deuxième année. Et donc lui est le leader de cette équipe. Et puis donc il y a la période à Charlotte aussi qui est assez très intéressante, même un peu plus. C'est pourquoi est-ce que on parlait de la sélection de l'NBA. Je pense qu'il faisait pas partie du top 15 NBA, mais il était là parce qu'il fallait un pivot dans la 3e équipe et que c'était peut-être le 3e meilleur pivot, mais ça n'en faisait pas un top 15 NBA non plus. Mais quand même, je trouve que pour moi, c'est un peu le joueur symbole avec lui en première option, ton plafond va être bas, mais le plancher, il va être quand même assez haut. Oui. Et c'est assez intéressant, et par rapport à ce que tu disais, il était vu comme un bad stat, good stat, bad team, c'est ça? C'est un peu des stats dans le vide. Finalement, il a un peu fait évoluer ça dans le sens où c'était quand même un peu plus que ça, quoi. C'était pas juste le mec qui fait des stats dans des équipes nulles, c'était le mec qui faisait des stats et qui élevait le niveau d'équipe nulle jusqu'à un niveau moyen, on va dire. Et c'était assez intéressant. Et c'est vrai qu'en termes de style, de par ce post-up un peu à l'ancienne, on va dire, ça plaisait beaucoup stylistiquement. Et c'est vrai que c'était une première option, mais on va dire une première option qui n'était pas très bonne si on le compare à d'autres superstars, peut-être. Oui, clairement. C'était vraiment pas une superstar. Après, malheureusement pour lui, il avait un jeu il a un jeu qui, malheureusement pour lui, ne va pas être hyper efficace. C'était quelqu'un qui était plutôt au sol, qui était, à la plupart de ses shoots, il y avait un adversaire entre lui et le cercle, donc il fallait à chaque fois il avait très peu de choses faciles entre guillemets. Il fallait souvent qu'il se crée un petit peu tout. Moi j'ai bien aimé franchement j'ai été très surpris en regardant un peu. Je le voyais vraiment moins mobile et moins explosif que ça, tu vois. Alors j'ai revu, alors oui, il est lent, mais on le voit quand même faire des allers-retours, être sur les contre-attaques, faire des drops où il a les mains basses, donc à chaque fois il se fait punir, mais tu vois que de point de vue mobilité et footwork, il était plutôt intéressant. Donc je trouve que c'est vraiment un joueur qui a le mérite d'avoir compté un peu dans cette décennie-là. Et malheureusement pour lui, son jeu était inefficace, et était aussi rendu inefficace par le fait qu'il provoquait très très peu de lancers francs. C'est-à-dire que même si il avait parfois quelques N1, mais il avait très peu de lancers francs parce qu'il était plus dans de l'évitement en fait quand il allait conclure les actions. Oui, c'était clairement quelqu'un qui avait un répertoire de hookshot et de tous ces petits moves. Il était incroyable. Mais qui finalement n'avait pas on va dire dans la création balle en main, n'avait pas cette capacité à générer encore et encore des tirs rentables, donc des lancers francs, des lay-ups faciles au panier. C'était pas non plus quelqu'un qui pouvait faire des drives depuis le périmètre pour aller au panier avec des bons lay-ups ou ce genre de choses. Et puis je pense qu'il pêche un peu au niveau efficacité parce qu'il n'avait pas non plus beaucoup de jeux sans ballon pour un pivot. Oui. Il n'y a pas ce côté dynamique, on va dire, de catch and finish ou ce genre de choses. Non. Donc peut-être ça le pénalisait un peu. Pour dire un peu les chiffres, c'est vrai que sur les
allez, j'ai pris les 5 années où il est très bon sur cette décennie, 2011 jusqu'à 2015, on va dire. Il a des volumes qui sont quand même très, très respectables. Hein. Dans mon souvenir, c'était quand même un peu moins que ça, mais c'est quand même pas mal. Pareil. On est sur du 24%, 26%, 25%, 29% cette fameuse année 2014. Donc, autour de la barre des stars, hein, carrément. Barre des 30%, et de nouveau 26 en 2015. Et sur l'efficacité, malheureusement, on est toujours un peu en dessous de la moyenne. Oui. Mais voilà, c'est pas. On va dire que c'est aussi par rapport à son rôle, et du coup, ça me fait un peu penser au cas de Rudiger, finalement, dont on avait parlé avec Lucas. Alors, son classement avait fait débattre. Mais je trouve qu'il y a un peu ce côté, je l'avais dit avec Rudiger, de Gay avait de la valeur. Bah, tiens, oui, tu l'as bien connu, toi, à Memphis, bien sûr. Oui. Mais Gay avait de la valeur dans ces très jeunes équipes de Memphis parce que les autres n'étaient pas encore développés en tant que bon attaquant. Et même si Rudiger n'était qu'un scoreur à peu près au niveau de la moyenne, en fait, ça aidait bien parce que l'effectif autour était pas non plus très doué offensivement. Et j'ai un peu l'impression que c'était aussi la même chose pour Al Jefferson, où il était dans des équipes qui étaient pas très fortes. Et certes, le chiffre comme ça, on te dit, il scorait au niveau de la moyenne. Bon, c'est pas impressionnant, mais en même temps, dans ces équipes-là et dans ces contextes-là, sachant qu'autour, par exemple, tu avais des bonnes défenses à Utah ou à Charlotte, finalement, c'était bien, quoi. D'avoir Al Jefferson, c'était le minimum, quoi, je pense. Oui, c'est ça. C'est aussi peut-être parce que il y avait pas mal de défenseurs autour de lui que il fallait quelqu'un pour mettre des paniers au bout d'un moment. Ouais. Donc je pense que ça le contexte ne lui était pas forcément favorable parce que voilà, il arrive, il y a un jeune Kemba, il y a du Ramon Session. J'ai beaucoup aimé ces passages, notamment avec Josh McRoberts, qui était un peu le 4 fluidificateur. Et d'ailleurs, ça fonctionnait bien avec lui, en fait, le poste 4, un peu, même si on peut comparer Millsap et Josh McRoberts de ce côté-là, c'est un peu le 4 avec du ball handling et un bon jeu de passe, du coup, qui permettait aussi de bien le mettre en valeur. Et on a vu que, à mesure que l'équipe de Charlotte a changé ses ambitions, puisque la dernière année où ils font les playoffs, où Al Jefferson est un petit peu sur le recul, puisque c'est une équipe qui est plutôt drivée par des extérieurs avec Kemba, Nicolas Batum, Courtney Lee, des gars comme ça. En fait, le truc avec lui, c'est que à mesure où son rôle diminue dans l'équipe, tu es obligé de le mettre sur le banc parce que si c'est au-dessous de ta deuxième option offensive, il a plus rien à t'apporter globalement parce qu'il il est pas assez bon dans les autres choses qui pourraient te permettre de sublimer ton effectif. Ouais, tout à fait. Il a pas trop de polyvalence, quoi. C'est juste un créateur. C'est ça. Et ça aussi, c'est plutôt un créateur pour lui, presque exclusivement, j'ai envie de dire, ou dans le sens où, en tant que première option d'équipe, en tout cas en tant que go-to-guy, il va pas te créer une synergie offensive et du jeu collectif, malheureusement. C'est plutôt, il va faire son truc pour lui. Il va pas être amené à créer des décalages dans une défense ou à l'exploiter par son passing. C'est plutôt, il faut mettre des tirs compliqués quand il y a rien qui se passe et que il y a pas un pick and roll, il y a pas un système qui est déroulé. Vous me donnez la balle, moi je vais le mettre avec une efficacité qui est relativement au niveau de la moyenne, comme Rudiger d'ailleurs. Et voilà, quoi. Donc c'est des tirs plus difficiles. Moi je peux les mettre plutôt pas mal et ça marche comme ça. Mais c'est vrai que quand on compare avec d'autres superstars, évidemment ça va être plus bas. Et l'autre point quand même qu'on peut souligner, c'est la bonne défense finalement, ou en tout cas qui n'était pas catastrophique, on va dire, au début. Pour l'époque, ouais. C'est ça, ouais. Et comparé à ses débuts, on avait peut-être plus de doutes là-dessus. La défense était pas mal, et surtout peut-être aussi le passage avec Steve Clifford, justement, du côté des Bobcats. On l'a dit, avec du Kemba Walker très jeune, et qui est donc pas un très bon défenseur au point d'attaque, et Al Jefferson dans la raquette, cette équipe était top 5. Ouais. Je pense que depuis, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Steve Clifford. C'est ça. Mais non, mais je charrie un peu, mais justement, il était quand même pas mal, Al Jefferson, dans ce rôle-là. Il avait ses limitations de mobilité, et c'était pas non plus Dwight Howard sous le panier, dans la protection du panier, mais de par ses systèmes un peu en drop, justement, où il était dans la raquette, et de par beaucoup de stunts et d'occupation d'espace, Charlotte arrivait à faire des trucs pas mal. Et donc j'ai un peu envie de lui donner du crédit là-dessus, quoi, parce que finalement c'est ce qui faisait que le profil était complet et valuable, quoi, parce que c'était pas quelqu'un qui était juste bon en attaque et il fallait derrière payer un compromis en défense. Je trouve que cette année-là et cette période-là, finalement c'était assez intéressant, quoi. Ouais, je suis assez totalement d'accord avec toi là-dessus, hein. Encore une fois, comme tu dis, comment arriver à être bon défensivement avec Kemba Walker et Al Jefferson sur le pick and roll en défense, quoi. C'est de la magie. Mais c'est vrai que à l'époque, en fait, ça comptait moins d'être vif, rapide, et ça a bien, un peu comme ce que vous aviez dit pour Roy Hibbert, hein.
C'est-à-dire que la défense d'avant, il te suffisait d'être grand, d'être bien placé. Et puis, c'est quelqu'un qui faisait quand même bien ses box-out, je trouve. Oui. Donc, du coup, ça permettait aussi d'avoir une certaine sécurité pour sécuriser la fin des actions. Et du coup, de pas laisser trop de possession aux adversaires. Et après, on l'a vu qu'il a... Enfin, à mesure que les années après c'est vrai qu'il a quand même une blessure à la voûte plantaire qu'il a pas mal handicapé sur la fin à Charlotte et après il y avait plus photo entre lui et Cody Zeller par exemple. Oui. Mais tu vois, je pense que l'explosion du 3 points, c'est plutôt 2015-2020. 2014, je pense qu'on est encore à une époque où ça commence à prendre, hein, mais on va pas faire un spacing de fou et prendre des tonnes et des tonnes de 3 points. Donc c'est comme ça que je pense que Charlotte arrivait à être bon parce que en fait il réduisait les tirs au panier juste en bouchant l'espace en fait, hein. Et donc du coup les adversaires prenaient soit des 3 points occasionnellement, soit des mi-distances, et du coup c'était pas rentable. Donc il gagnait un peu comme ça, et malheureusement un peu comme tu dis, il y a eu de la blessure, mais voilà, quand les équipes à partir de 2014-15 se sont mis un peu à shooter à 3 points, il avait plus trop sa place en NBA en défense, quoi. Surtout que voilà, t'acceptes le compromis, ou en tout cas le compromis quand il y a la production offensive qui t'aide dans certains contextes, et c'était bien parce qu'il est tombé dans les bons contextes pour ça. Mais bon, tu vois, role player aux Pacers, voilà quoi, on a déjà des stars, on a déjà un système, voilà, il y a pas besoin de ton scoring, et donc la défense, non merci, quoi. Donc c'est vrai que la chute a été assez brutale, quoi. Terrible l'équipe des Pacers avec Monte Ellis en porteur de balle principal. Oui, effectivement. Mais d'ailleurs, comme Monte Ellis, hein, la chute a été assez brutale, hein, finalement, pour Al Jefferson, parce qu'il fait All-NBA en 2014. Il est encore bon en 2015, et finalement, en 2018, il joue, mais il joue plus, quoi. Il fait 36 matchs. Et il disparaît. Voilà, et même 2016-17, il est à 14 minutes, quoi. Donc disparition assez brute. Et juste pour finir aussi, les stats de playoff, parce qu'on me les demande, 415 minutes de playoff, c'est très très peu. C'est très peu, 415 minutes. C'est le 258e total de la décennie. Ah ouais. Et c'est moins que Kyle Kuzma, qui n'a fait les playoffs qu'une fois sur cette décennie. Incroyable. Je pensais pas que c'était si peu. Après, c'est vrai qu'il a eu des blessures et qu'il a pas joué beaucoup de tours. C'est ça, oui. Il a pas joué beaucoup de matchs parce que c'était soit sweep ou soit il jouait pas beaucoup. Exactement. Mais en fait, il fait une série avec Utah, sweep par San Antonio. Il fait une série avec les Bobcats, sweep par Miami. Il participe grosso modo en 2016, mais pareil. Mais il est blessé, ouais. Il est blessé. Il est blessé, et puis l'importance réduite, et de toute façon, c'est qu'un tour. Et puis, je crois qu'il fait des rentrées en 2017 avec les Pacers, mais je suis même pas sûr. Donc bref, c'est un peu un malus, hein. Mais ça illustre bien aussi le côté, oui, il a existé dans des équipes moyennes, et il a eu de la valeur dans ces équipes moyennes, et il élevait le plafond de le plancher de ses équipes, hein, le niveau minimum. Mais finalement, en playoff, ça marchait pas, quoi, parce que de suite, c'était plus dur, quoi. Donc voilà. Du coup, au niveau du classement, où est-ce qu'on le met? Toi, tu m'as dit que tu l'avais 3e du jour, c'est ça? Oui, c'est ça. 3e interchangeable avec les autres. Pour moi, ils sont quasiment dans le même tiers, en fait. Ouais. Oui, quasiment dans le même tiers. Et moi, je l'avais juste au-dessus de Roy Hibbert. Oui, je l'avais à peu près dans cette zone-là. Et moi, je me demandais même si j'avais un peu en point de repère David Lee, du coup. Ouais. Parce que David Lee, il a un peu ce même profil, mais avec, j'ai envie de dire, une défense un peu moins bonne, même largement moins bonne, on va dire. Oui. Et même en attaque, je pense pas qu'il ait jamais eu je suis à peu près sûr qu'il a jamais eu le volume de Al Jefferson ou ce genre de valeur dans de tels contextes, quoi. C'est vrai. Après, David Lee, moi, je donne pas mal de valeur à son passing quand même. C'est vrai, passing qui était très intéressant. Et puis, ce qu'il a pu faire aux Warriors, mais aussi à New York. Je crois que New York, ça compte pas sur le... C'est 2010. Donc c'est pour ça, tu vois, David Lee, on a 11, 12, 13. Dans ce cas-là, ouais. Et non, 11, 12, 13, 14 quand même. Hein. Donc on a 4 saisons, et après il sort du banc, et après, il est role-player. Non, mais ça s'entend. Hein. Je l'avais à peu près dans cette zone. Je sais pas exactement où, mais ça me va de mettre David Lee. Quoique, après, il y a la défense, quoi. Ouais, la défense de David Lee, ouais. Il y a pas, ouais, non, ouais, finalement, ouais, il serait, même si tu vois, tu le mets juste derrière JJ Redick, mais limite, il y a un grand tiers, quoi. Tu changes de tiers, en fait, pour mettre Al Jefferson et le reste. Et en même temps, ça me dérange pas de le mettre devant David Lee, mais ça me dérange de le mettre devant Ty Lawson. Ouais, j'avoue. Quoique Ty Lawson aussi, la défense était... était embêtante. Après, c'est sur un poste où la défense est moins importante, on va dire, Ty Lawson, tu vois. Ouais, et sa création était peut-être plus importante.
Ouais, allez, faisons ça. On le met entre les deux, peut-être, du coup. Oui, ouais. Toi, tu l'avais où? Tu m'as dit, tu l'avais encore un cran en dessous. Hein. T'avais Moi, Tyler j'avais devant. juste devant Roy Hibbert. Mais moi, je l'avais devant David Lee, donc coupons en deux. Donc, pour ceux qui n'ont pas le classement sous les yeux comme nous, on est autour de la 37e place, à peu près 38. On a du Tyson Chandler 35, JJ Redick 36, David Lee 37, Tylerson 38, et on va mettre Al Jefferson 39 pour l'instant, si ça te va. Ok. Hop, faisons ça. Ok. Ok, alors, justement, petit quiz pour finir, tu connais la tradition. Aïe, aïe, aïe. Et je pense que tu vas être très compétent sur ce quiz, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est un kické dans l'effectif, et c'est les Bobcats de 2014, justement. Oh là Une là. équipe que j'aimais beaucoup. J'ai l'impression que tu as revu des matchs de cette équipe, d'ailleurs. Donc allons-y, est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de cette équipe, des Bobcats 2014? Alors, je sais qu'il y a Josh Roberts. Ouais. C'est sûr. Bigal. Ouais. Il y a Biombo qui est sur le banc. Oui, tout à fait. Il y a Ramon Session, je crois. Oui, exactement. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas encore parti? Je sais pas. Il est là. Kemba, je crois que j'ai déjà dit. Il y a MKG. Kemba, MKG, effectivement. Il n'est pas encore parti à Dallas. On le rappelle, hein, mais MKG, c'est la saison où Charlotte fait une top année en défense, mais où à 2 semaines d'écart, il se prend 62 points de Carmelo et 61 de LeBron James. Ouais, sur la truffe. sur la tronche, bon. Alors... Je peux t'aider, hein, si tu veux, tu me dis. Ouais, vas-y. Alors, l'arrière titulaire, tu ne l'as pas dit encore. C'est quelqu'un qui avait été drafté par Charlotte, justement. C'est pas PJ Hairston? Non, il n'était pas encore là. Non, c'est plus tard, PJ Hairston. Non, lui, c'est... alors, je sais pas trop comment l'écrire. Je crois qu'ensuite, il a fait des piges à Brooklyn et à Toronto, peut-être. C'était un arrière plutôt typé défenseur, qui avait un peu de potentiel offensif. Je ne saurais pas te dire sa fac de tête. Non, c'était Gerald Anderson. Ah oui, Gerald Anderson. Oui. L'homme au crâne rasé. Tout à fait, oui. qui était au tout début, un draft 2009 ou 10, il me semble, 2009, qui était un des gros espoirs de Michael Jordan. Bon arrière, une grosse détente. Ouais, qui a jamais explosé. Assez inconstant, voilà. Ouais, c'est ça. Un autre role player d'ailleurs qui s'est fait postériser par Amari Stoudemire, très méchamment. Aïe. Il y en a pas mal, hein, des gens qui se sont fait postériser. Je crois qu'il était à Phoenix encore à l'époque, un poster de Stoudemire sur ce joueur-là qui était aux Warriors, si je dis pas de bêtises. Ensuite, lui, c'est vraiment le 3&D typique, qui a fait du Minnesota aussi, qui a fait du... je te le décris très mal. Je vois pas du tout. C'était Anthony Tolliver. Le shooter. Exactement. Le shooter. Tu te souviens pas de ce poster de Stoudemire sur Tolliver? Non. Il est assez mythique. Oui, allez voir, j'imagine, hein, mais je me souviens pas. On avait un ailier, alors un ailier suédois, mais qui a des origines suédoises. Ah, Jeffrey Taylor? Exactement. Ouais, Jeffrey Taylor était là. Oui, je me souviens de lui pour de mauvaises raisons. Oui, je crois qu'il y a des problèmes avec la justice, effectivement. Un autre 3&D, en tout cas extérieur un peu défensif, qui a un nom double, c'est CDR. CDR... Ça te dit rien? Chris Douglas Roberts? Exactement, Chris Douglas Roberts, okay. C'était lui. Plus facile, on avait un shooter qui était passé par San Antonio. Gary Neal. Gary Neal était là. Oui. On avait un meneur gestionnaire par excellence, qui a fait du Minnesota. Non, un petit meneur blanc qui a fait Minnesota, qui a fait toutes les équipes. Ah, Luke Ridnour ou... Exactement, Luke Ridnour, ouais. Et après, je crois que je vais t'épargner les autres. Alors, si, le dernier, c'était une ancienne grosse signature de Détroit en 2009. Une ancienne grosse... En 2009? Ouais, la fameuse Free Agency 2009. Ben Gordon? C'est Ben Gordon est là, effectivement. Qu'est-ce qu'il faisait là, Ben Gordon? Je crois qu'il s'est justement été relancé. Il avait été changé de Détroit à Charlotte à l'été 2013. Après, je t'épargne les Jeff Adrien, les Jannero Pargo, DJ White. Jannero Pargo. Justin Hamilton fait un match. Voilà. Le mec de Denver, là. Et puis, exactement. Et puis, alors là, je crois qu'il n'y a que Nico qui va comprendre la référence. James Sutherland. Est-ce que tu connais, toi? Pas du tout. C'est un mec que j'aimais bien à la draft, qui a été sorti non drafté. Mais poste 4, shooter de Syracuse. Je pense qu'il est né 3 ans trop tôt. Ah, dommage. Bref.
Donc voilà pour ce très bel effectif des Bobcats 2014. Que moi aussi, c'est une équipe que j'ai beaucoup aimée à l'époque. Ouais, clairement. C'est vraiment une équipe un peu coup de cœur.